Je suis Jacques Jobert, je suis professeur de préhistoire à l'Université de Bordeaux. Un peu plus ? Ouais. Donc, Quelle période ? je suis enseignant-chercheur depuis une quinzaine d'années, donc je suis de plus en plus généraliste. Mes terrains favoris, c'est Néandertal et les peuplements de Néandertal en Eurasie, et puis un faible pour l'appropriation du monde souterrain par aux différentes périodes de la préhistoire. Jacques, pour quelle raison vous êtes à Nyon ? Je suis à Nyon pour accompagner la présentation d'un film sur la grotte de Bruniquel. On y travaille depuis 5 ans maintenant et voilà, c'est toujours en recherche programmée, et on m'a invité pour faire une conférence qui vient en appoint de ce film. La prochaine question se recoupe un peu. De quoi parle le film ? Le film relate non pas la découverte de la grotte, mais l'obtention de résultats sur la datation de structures qui sont conservées dans cette grotte et qui changent assez radicalement nos connaissances sur Néandertal et d'une manière générale sur l'appropriation du monde souterrain par les hommes. On était avant sur un schéma homme moderne, 35 000 ans, les premières peintures, et là, avec Bruniquel, on explose ce cadre chronologique. Donc il y a eu un film qui relate la découverte de la grotte, mais surtout les travaux que nous y menons et les résultats que nous y avons obtenus. C'est pas tout à fait votre domaine, vous allez quand même peut-être pouvoir un peu répondre. Quelle a été la genèse du film ? Je sais pas, sa production, en gros, comment on décide de faire un film, voilà. Si je peux y répondre, justement c'est même intéressant que j'y réponde parce que j'ai presque été mis devant le fait accompli, mais finalement je ne regrette rien de cette genèse. En fait, le réalisateur était spéléologue et il connaissait très bien l'un des spéléologues qui nous mène à cette grotte, qui est responsable des opérations d'ailleurs, qui s'appelle Michel Soulier. Et donc ils étaient en cheville tous les deux, et donc Michel Soulier a invité Luc-Henri Fage à venir rencontrer l'équipe, et en fait on a presque été mis devant le fait accompli en disant nous allons faire un film sur Bruniquel. Et j'étais un petit peu réservé au début, parce que je suis d'un naturel plutôt distant, on va dire. Mais très très vite, la sauce a pris, la mayonnaise est montée, et on s'est plutôt très bien entendu, même si c'est assez chronophage. C'est très chronophage de faire un film dans un milieu contraint au niveau de son accès. Quel type de rapport, parce que vous y avez été confronté, ouais. Quel type de rapport on a quand on produit un film par rapport au réel ? C'est un autre espace-temps ? Est-ce que l'on joue pour la caméra ? On apprend un petit peu à jouer parce qu'il faut de temps en temps revenir sur des moments d'historique parce que ça n'a pas été filmé à ce moment-là, donc on fait parfois semblant de. C'est pas très gênant parce que je pense qu'il y a un but qui est recherché, c'est de faire passer des infos, faire passer une histoire, et assez vite on se prend en jeu, donc voilà. Après, savoir si on y est naturellement disposé, si on a un peu de vanité, si on aime bien faire le beau devant la caméra, ça c'est encore autre chose. Moi je suis enseignant, donc j'ai un peu l'habitude, je me force à essayer de faire passer des messages, que ce soit des étudiants ou un public qui regarde un film. Finalement la différence n'est pas si importante. C'est le corps qui rentre en jeu. Oui, le corps, enfin espérons qu'il y ait un peu d'esprit aussi, mais oui, bien sûr, oui, il y a un investissement. Il y a un investissement en termes de temps, en termes de fatigue, en termes de mobilisation. Je dis ça parce qu'en fait, on a une fenêtre de tir, un accès à ce site-là qui est très, très contraint. Et le fait de rajouter un film dans ce milieu hyper contraint, pour nous, archéologues, ça n'a pas c'était pas très simple. Et certains des membres de l'équipe devaient être convaincus, par exemple. Moi, je l'étais. Mais il fallait en convaincre d'autres qui sont un peu moins médiatisants. Pourquoi présenter un film à un festival ? J'estime que moi j'accompagne le film. Je sais. Alors justement, répondez de votre point de vue, c'est intéressant. J'accompagne ce film et à partir du moment où on m'invite et je suis disponible, je vois pas pourquoi je m'en abstiendrais. Un festival n'a pas à être, uniquement suivi par des festivaliers. Je pense que des chercheurs, de temps en temps, font bien de venir à des festivals pour voir, pour prendre un petit peu la température de ce qui se fait aussi dans le monde des médias. D'ailleurs, je suis volontairement arrivé hier après-midi pour voir d'autres films qui m'intéressaient de voir, parce que ça m'intéresse de voir comment c'est filmé, comment certains collègues ont pu négocier aussi ces défis. Donc oui, ça m'intéresse, bien sûr. Qu'est-ce que selon vous un bon film d'archéologie ?
Difficile. Je pense qu'un bon film d'archéologie ne doit pas être un cours académique, mais dans le même temps, il doit y avoir un certain nombre de garde-fous pour rester dans le périmètre de ce que nous autres archéologues estimons devoir être présenté. Donc c'est un jeu subtil entre les connaissances, des connaissances un petit peu austères, un petit peu voilà, très académiques, scientifiques on va dire, et puis la manière de les diffuser vers le public le plus large. Parce que le but c'est quand même de toucher le public le plus large. C'est pas de faire un film élitiste. Ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, j'ambitionne de ratisser le plus largement possible. Et donc, un bon film doit être compris du maximum de spectateurs, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de nivellement par le bas? D'hyper-vulgarisation. On y est parfois confronté, et d'ailleurs dans le cadre de ce film, on a plusieurs fois lutté avec la production parce qu'ils voulaient enlever des termes scientifiques ou des passages qui nous paraissent stratégiques, importants, décisifs, et qu'ils trouvaient peut-être un petit peu durs. Donc là, c'est un jeu, et effectivement, le curseur, effectivement, il ne doit pas aller complètement vers une hyper-vulgarisation, nivellement par le bas, ça c'est clair. Donc on doit trouver un point d'équilibre. Bon, voilà, je ne sais pas tellement comment exprimer ça, sinon qu'en termes de point d'équilibre. Alors, puisque vous y avez été confronté, donc selon vous, pourquoi la télévision formate tel les films? Pourquoi est-ce qu'elle les formate, la télé? Ah, ben moi je suis conscient qu'on est dans un monde qui a ses codes, qui a ses contraintes. Moi quand je fais cours, on me dit j'ai 1h20 pour faire un cours sur Néandertal, sa vie, son œuvre. Et je trouve qu'en 1h20 ce n'est pas possible. Mais en même temps c'est le cadrage qu'on nous impose. Donc je pense que la télé ou les films ont aussi leur formatage. Donc si on est sur un 56 minutes, c'est pas 12 ou un 17 minutes. Et donc il faut qu'on fasse l'effort de se plier au code d'autres milieux. Et donc la télé a aussi ses lois et je vois pas. On peut essayer d'infléchir un peu, mais moi j'ai une tendance assez oui, en tout cas si vous voulez, l'objectif m'intéresse plus que de lutter pour changer le monde de manière complètement idéaliste et parfois un peu utopique. Alors vous parlez effectivement de la durée, de l'histoire de la durée, mais sur le plan stylistique, c'est quand même le formatage, c'est aussi la narration qui est très imposée. Oui. Et comment oui. vous l'expliquez ça? Je découvre un peu parce que j'ai pas non plus une énorme expérience de participation à des films. J'ai été assez souvent interviewé, mais ponctuellement. Là, on est co-auteur du truc sur le long terme. Ça a duré 3 ans. On a beaucoup pesé sur le scénario. On est les acteurs. Après, Le montage, vous n'étiez pas là? Le montage, on n'était pas là, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le réalisateur et on était quand même en terrain de confiance et les quelques points auxquels on tenait vraiment, à chaque fois, il y souscrivait. Donc on était sur un terrain de confiance avec lui et le résultat nous plaît. Quel serait selon vous, qu'est-ce que ce serait un film d'archéologie original? De plus en plus difficile les questions. On arrive Je pense qu'un film original n'est pas dépendant de l'originalité ou de l'excellence du sujet. L'excellence ou l'originalité d'un sujet est une chose, l'intelligence de la réalisation en est une autre, et moi j'aurais plutôt tendance à privilégier la seconde. Quelque chose qui ferait mon admiration serait plutôt une opération archéologique, on va dire assez lambda, assez quelconque, et avec une réalisation époustouflante d'intelligence et d'originalité. Je serais plutôt vers ce cas de figure-là en termes de récompense que faire un film sur Chauvet, à la limite, la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas se rater sur Chauvet-Pont d'Arc tellement c'est époustouflant. On pose sa caméra devant les œuvres et c'est presque tétanisant. Donc j'aurais plutôt tendance à aller sur des sujets d'archéologie un peu moyennes, mais qui peuvent être intéressants d'un point de vue scientifique et peut-être un peu austères. Et ça me paraîtrait un film original. Puisque vous parlez de Chauvet, est-ce que Herzog s'est planté ou pas? Alors je vais vous avouer que je n'ai pas vu son film. J'en ai beaucoup entendu parler et tout le monde me dit « Ah Jacques, tu n'as toujours pas vu le film ?»
Bon, voilà, j'ai pas eu le temps, c'est pas un snobisme, mais Non, mais j'en connais j'en ai vu qui s'est planté. J'ai entendu beaucoup et son contraire sur le film. Ouais. Voilà. Tout est son contraire. Alors pour un peu creuser ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui, comment expliquez-vous que la télévision, en fait, parce que vous parliez d'un mode de production, enfin, d'un film un peu original où au fond, le réalisateur serait vraiment un auteur, un créateur. Or aujourd'hui, les réalisateurs pour la télévision sont plutôt des documentaristes. Plutôt des ingénieurs de la vision qui travaillent pour l'industrie du regard et qui visent à transformer en fait la création en information. Est-ce que vous l'avez constaté? Comment vous l'expliquez? Un peu, oui. Oui, je l'ai un peu constaté, oui. Oui, documentariste en chef ou super technicien de la mise en scène de nos documents. Oui, c'est un peu vrai. En même temps, je conçois par rapport à ces sujets-là, et d'ailleurs je suis parfois assez admiratif sur le degré de connaissance d'un sujet qui est quand même pas... Parfois les sujets ne sont pas faciles. Néandertal, il faut se cogner quelques lectures avant de maîtriser vraiment et d'en apprécier toute la richesse et la complexité. Et je trouve que les scénarii sont plutôt assez bons, enfin d'une manière générale. Moi j'ai plutôt eu de la chance, je sais pas, et j'ai eu des interlocuteurs plutôt hyper informés. Et alors après, est-ce qu'on se contente juste de mettre en scène la documentation que nous livrons? Oui, parfois c'est un peu ça l'impression que nous avons. Oui, il faut reconnaître, ouais. Donc du coup, l'optique prend le pas sur l'écrit. L'optique, le visuel, on est dans un temps où c'est hyper important, bien sûr. C'est tellement important qu'il y a un effet de balancier. Parfois, on s'impose dans le cadre de l'enseignement à essayer de faire de l'enseignement sans visuel pour voir ce que ça donne. J'ai des collègues qui font ça, ils abandonnent les PowerPoint et ils disent « Aujourd'hui, je vous fais un cours d'1 heure, il n'y a pas une image pour voir ce que ça va donner sur des sujets qui sont justement assez visuels. » Évidemment, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça oblige à être un petit peu plus structuré dans son discours, à mon avis, d'être un petit peu plus intelligent. Donc voilà, le visuel, je pense que c'est bien qu'il y ait du visuel, parce qu'il ne faut pas non plus se mortifier en faisant... tant mieux si en noir et blanc ça passe mieux, mais parfois c'est la couleur, parfois c'est la 3D, enfin non, il ne faut pas se mortifier non plus. Mais du coup, en donnant à voir et en saturant l'écran de donner à voir, où est la place pour l'esprit du receveur, de celui qui regarde? Ah ben c'est sûr qu'il est un petit peu plus faible, oui, parce qu'on est très attentiste par rapport à ce genre de film, je pense. Oui, c'est sûr que si on chausse des lunettes 3D et qu'on voit des trucs virevolter dans tous les sens, forcément, je pense que l'esprit doit finir par devenir paresseux, ça c'est clair, oui. Là aussi, c'est une question d'équilibre, je pense. Le roi Goran, que vous connaissez, parlait, je crois que c'est dans le geste et la... Geste et la parole? Ouais, il dit le cerveau ballant. Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, ce sont des leçons d'humilité. Hein. Parce que si on revient à des écrits fondamentaux comme celui que vous citez, c'est terrible parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pratiquement rien avancé, sinon sur des points de résolution documentaire. Mais le fond, il est déjà posé dans l'après-guerre et même parfois avant, et même en préhistoire, qui est une discipline hyper jeune. Ah là là, quand on revient aux écrits des anciens, c'est très très déstabilisant et ça rend modeste. Comment pensez-vous qu'on pourrait renouveler le genre, le film d'archéologie? Peut-être en proposant, moi j'en rêve un peu, en proposant à des archéologues préhistoriens, enfin moi je suis préhistorien donc j'ai archéologue préhistorien, peut-être d'avoir un petit peu plus la main sur le concept, l'idée de départ. Parce que moi j'ai des idées, je travaille sur un site que j'estime très original, très porteur, j'ai une idée par rapport à ce site et j'aimerais pas voir arriver un réalisateur, une production qui m'impose quelque chose sur ce site-là, parce que j'aimerais bien m'exprimer. Alors je sors un petit peu de mon rôle, mais en même temps, je trouve que ça peut être rafraîchissant, je pense, pour la discipline, en tout cas pour moi, c'est sûr. Alors vous qui êtes préhistorien, quel cri vous lancez pour la préhistoire, au monde où vous êtes filmé?
Quel type de cri vous lancez? Arrêtons les bavardages, criez. Je pense que c'est assez simple, c'est les leçons du passé par rapport aux tendances suicidaires du monde actuel. Les réponses sont pratiquement toujours dans les archives du passé, dans les chroniques de la sédimentation, et on l'a vu hier avec le lac Léman et cette histoire. Donc tout est déjà inscrit et nous le savons et nous l'ignorons. Donc le cri, c'est regardons nos archives et tenons en compte. Arrêtons de les ignorer, y compris pour le politique, enfin surtout pour le politique. Quelque chose à rajouter? Non, je suis fatigué.